Allez, imaginez cette scène. Il y a quelques jours à peine, Donald Trump, le colosse de Washington, lançait un ultimatum qui fit trembler les capitales, donnant une cinquantaine de jours à Moscou pour un cessez-le-feu retentissant. Puis, bam, le réduisant à 10 jours, le monde entier retenait son souffle, anticipant l'apocalypse diplomatique. Mais alors, coup de tonnerre, le même jour, on apprend qu'un sommet secret est en cours en Alaska entre Poutine et Trump. Le choc est total, question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Que s'est-il passé? Scott Ritter, un ancien marine américain et figure controversée mais écoutée, s'est rendu à Moscou juste avant ce sommet inattendu. Cette visite à elle seule était une bombe médiatique. L'idée d'un tel sommet, à l'insu de tous, a déjoué toutes les prévisions occidentales. Lors de cette rencontre en Alaska, décrit comme une leçon magistrale par Poutine, le président russe aurait méthodiquement déconstruit le narratif occidental sur l'état du conflit avec un pays voisin, preuve à l'appui. Poutine aurait présenté des chiffres glaçants, un ratio de 20 pour 1 dans les pertes des forces armées du pays voisin face aux Russes, 1700 pertes par jour selon leurs propres chiffres. Imaginez la scène. Les délégués américains, dont Mark Rubio, Pete Hegseth et John Radcliffe de la CIA, auraient été blancs comme des draps de morgue, selon Ritter, sans voix face à cette déferlante de faits, un échec cuisant pour leur intelligence. Les informations divulguées par Ritter, bien que sujettes à débat, ont eu un impact considérable sur la perception publique de la stratégie russe et de la dynamique du conflit. Sa réputation, bien que parfois entachée par des controverses antérieures, lui confère une audience non négligeable, notamment dans les cercles pro-Kremlin et anti-establishment occidentaux. Pour beaucoup, sa présence à Moscou juste avant ce sommet n'était pas un hasard, mais une orchestration délibérée pour préparer le terrain médiatique. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous suivez-vous? Pourquoi cela compte-t-il maintenant? Immédiatement après ce sommet, Donald Trump a opéré un virage à 180 degrés. Il a annulé son exigence de cesser le feu. C'est un retournement spectaculaire perçu comme une réaction directe à la leçon de Poutine. Il déclare désormais vouloir comprendre les causes du conflit, un changement radical de discours. Ce revirement de Trump expose la fragilité des récits occidentaux préétablis. Cela pousse à se poser des questions essentielles sur les véritables enjeux de ce conflit. Comment la parole d'un seul homme, Poutine, peut-elle à ce point transformer la position d'un président américain? La crédibilité des soi-disant garanties de sécurité est-elle en jeu? C'est la question que se posent beaucoup d'observateurs. Si les déclarations de Macron et Merz, le chancelier allemand, selon lesquelles les États-Unis participeraient désormais aux garanties de sécurité pour le pays voisin, semblent rassurer certains, la réponse de Lavrov est venue balayer ces illusions. Il rejette catégoriquement toute présence de troupes étrangères dans la région, affirmant que la Russie est la seule garante de la sécurité. Chaque mot de Lavrov sonne comme un coup de marteau. Ni troupes étrangères dans le pays voisin, ni américaines, ni européennes, ni sur terre, ni dans les airs, et il se moque ouvertement de l'article 5 de l'OTAN, le qualifiant d'obsolète et non contraignant. L'impact de ce revirement trumpien sur la scène politique internationale est immense. D'une part, il sème le doute sur la cohésion des alliances occidentales, sapant la confiance des partenaires européens. D'autre part, il valide aux yeux de Moscou la thèse selon laquelle les États-Unis sont prêts à négocier en bilatéral au-delà des structures multilatérales établies. La posture de Trump, toujours imprévisible, rend la planification stratégique pour ses alliés occidentaux d'autant plus complexe. Les capitales européennes, déjà aux prises avec des défis économiques et énergétiques, voient cette volte-face comme une nouvelle source d'incertitude. La question des garanties de sécurité, jadis perçue comme la pierre angulaire de la défense européenne, est désormais remise en question par la dissonance entre les déclarations américaines et les réalités du terrain. La Russie, par la voix de Lavrov, capitalise sur cette division, renforçant sa position de puissance régionale et défiant ouvertement le cadre sécuritaire post-guerre froide. Les analystes soulignent que cette approche russe, axée sur la souveraineté et le rejet de l'ingérence externe, résonne auprès de nombreux États non alignés, élargissant ainsi l'influence géopolitique de Moscou au-delà de ses frontières immédiates.
La rhétorique forte de Lavrov, souvent perçue comme agressive en Occident, est en revanche applaudie en Russie comme une démonstration de fermeté et de défense des intérêts nationaux. Le fait de qualifier l'article 5 de l'OTAN d'obsolète et non contraignant est une provocation délibérée visant à affaiblir la crédibilité de l'Alliance et à semer la discorde parmi ses membres. Que nous dit cette rencontre en Alaska sur la diplomatie future? Partagez vos analyses en commentaire. Non, les versions s'entremêlent, les motivations divergent. Officiellement, on nous parle de dialogue de garantie de sécurité, mais sous la surface, l'histoire est tout autre. La version alternative qui émerge de cette rencontre, notamment via le témoignage de Scott Ritter, n'est pas celle d'une négociation, c'est celle d'une leçon unilatérale où Poutine aurait imposé sa vision des faits à une délégation américaine sidérée. Les rumeurs persistent, les officiels américains n'auraient jamais osé dire la vérité du terrain au président Trump. Une vérité que Poutine n'aurait pas hésité à leur jeter à la figure. Poutine, tel un iceberg stoïque, déconstruit les récits occidentaux. Son art de défausse du cerveau public, expression forte décrivant sa supériorité intellectuelle, aurait opéré, tandis que Trump, présenté comme superficiel, aurait tout de même un instinct politique qui lui permet de reconnaître la vérité quand elle le frappe au visage. Lavrov, le cœur et l'âme de la diplomatie russe, ne fait pas dans la dentelle. Son hoodie USSR, selon les analystes, n'est pas un simple vêtement, c'est un acte de trolling chic. C'est une affirmation audacieuse de l'identité et de la détermination russe, lancée comme un gant au visage de l'Occident. Zelensky, quant à lui, est dépeint comme un suicidaire politique, une marionnette qui ne comprend rien, qui refuse de garantir les droits des Russes, transformant son pays en un cadavre politique. Sa démarche conduit inévitablement à prolonger le conflit, sacrifiant son peuple pour une idéologie étrangère. Cette dynamique de leçons et de défausse du récit occidental est un élément central de la stratégie d'information russe. Moscou vise à discréditer les sources occidentales et à présenter sa propre version des événements comme l'unique vérité. La figure de Poutine, souvent qualifié de stratège hors pair par ses partisans, est ici mise en avant comme un homme d'État capable de tenir tête aux puissances occidentales. La prétendue incapacité des services de renseignement américains à informer Trump de la vérité du terrain non seulement dénigre leur efficacité, mais renforce également l'idée que l'establishment américain est déconnecté des réalités géopolitiques. L'image de Lavrov avec un hoodie USSR est une illustration parfaite de cette communication symbolique. Elle évoque un passé glorieux pour la Russie, une puissance qui ne craint pas d'afficher ses revendications historiques et idéologiques. C'est un message clair à l'Occident: la Russie est de retour, forte de son héritage soviétique, et ne reculera devant rien pour affirmer ses intérêts. Ce trolling chic est une forme de guerre hybride où les symboles et les provocations visent à déstabiliser l'adversaire. Quant à la caractérisation de Zelensky, elle s'inscrit dans une longue tradition de dénigrement des dirigeants adverses par la propagande russe. Le présenter comme une marionnette et un suicidaire politique vise à décrédibiliser son leadership et à légitimer l'intervention russe en tant qu'action nécessaire pour sauver le pays voisin de son propre dirigeant. Le refus perçu de Zelensky de garantir les droits des Russes est un point de rhétorique clé utilisé pour justifier l'invasion comme une opération de protection des minorités russophones. Cette stratégie de diabolisation a pour but de créer un fossé entre le peuple du pays voisin et ses dirigeants et de dépeindre ce pays comme un cadavre politique incapable de gérer ses propres affaires sans l'intervention de Moscou. Ainsi, la Russie se positionne comme le seul acteur capable d'apporter la stabilité et la vraie paix dans la région selon ses propres termes. À qui faites-vous confiance sur ce sujet? Un seul intervenant ou média, s'il vous plaît? Le contexte historique pour comprendre l'Autriche en 1955, un pays neutre où l'URSS a retiré ses troupes en échange de garanties de neutralité et d'une présence soviétique permanente. C'est le type de sécurité que la Russie pourrait considérer comme réaliste aujourd'hui, bien loin des chars de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN, autrefois le pilier de la guerre froide, était réel lorsque l'Alliance était en pleine préparation militaire. Aujourd'hui, il est taxé de farce. Le grand Zbigniew Brzezinski, autrefois architecte de la politique de confrontation avec la Russie, est la matrice de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais est-ce toujours pertinent? Selon le général-lieutenant Apti,
Alodinov des forces spéciales Akhmat, la Russie n'opère pas avec des délais, elle agit avec une méthodologie méthodique et froide. Il nous dit: prenez une photo de la ligne de front aujourd'hui, dans un mois, vous ne la reconnaîtrez plus. C'est une affirmation de la détermination russe. La destruction de l'usine FX Industries en est un parfait exemple. Prétendument une usine de machines à café, elle s'est avérée être un site de production de drones et de missiles pour l'armée américaine. Elle a été érasée de la carte, symbolisant la fin des règles diplomatiques russes, la fin des hésitations. L'analogie avec l'Autriche de 1965 est un point de référence récurrent dans le discours russe pour la neutralisation du pays voisin. Ce modèle qui a permis à l'Autriche de rester indépendante tout en conservant des liens avec l'Est et l'Ouest est présenté comme une solution viable pour mettre fin au conflit. Cependant, les critiques soulignent que le contexte géopolitique actuel est très différent de celui de la guerre froide et que la Russie d'aujourd'hui ne se contenterait pas d'une simple neutralité. Les garanties de sécurité russes, dans ce cadre, impliquerait une influence politique et militaire significative sur les affaires intérieures du pays voisin, ce qui est inacceptable pour les forces pro-occidentales. La remise en question de la pertinence de l'article 5 de l'OTAN est une stratégie pour miner l'architecture de sécurité européenne. En le qualifiant de farce, Moscou cherche à semer la discorde au sein de l'Alliance et à affaiblir la détermination de ses membres à défendre leurs intérêts communs. Cette rhétorique cible particulièrement les pays d'Europe de l'Est, autrefois sous l'influence soviétique, qui se sentent directement menacés par les ambitions russes. La référence à Zbigniew Brzezinski, un stratège qui a longtemps plaidé pour l'endiguement de la Russie, est pertinente pour comprendre le cadre intellectuel sous-jacent à la confrontation actuelle. Cependant, la Russie d'aujourd'hui s'est éloignée de la vision post-soviétique pour adopter une posture plus affirmée, remettant en question la validité des analyses classiques de la guerre froide. La déclaration du général-lieutenant Abti Alodinov sur la méthodologie méthodique et froide de la Russie met en lumière la détermination de Moscou à atteindre ses objectifs militaires sans hâte ni compromis. C'est une allusion à la patience stratégique russe qui contraste avec l'impatience et la réactivité occidentale souvent perçue. La destruction délibérée et ciblée d'installations comme l'usine FX Industries, présentée comme un site de production militaire déguisé, symbolise un changement de paradigme. La Russie, selon cette lecture, ne se retient plus face aux règles diplomatiques et est prête à employer la force brute pour éliminer toute menace perçue. Cela marque la fin d'une ère de négociation et le début d'une phase de confrontation où la force prime sur la diplomatie. Cette usine, déguisée en entreprise civile, est un puissant symbole pour Moscou de la fourberie occidentale et de la nécessité d'une réponse militaire sans ambiguïté. Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques lignes. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Les risques sont immenses. La crédibilité occidentale est en chute libre. Ses garanties de sécurité sont vides de sens, des coquilles creuses. L'escalade militaire va se poursuivre. La Russie entre dans un mode de jeu difficile, détruisant toujours plus d'infrastructures. L'hiver imminent risque de provoquer une crise humanitaire sans précédent. Pour la Russie, le scénario optimal serait l'effondrement total du pays voisin cet hiver. Un nouveau gouvernement aligné sur Moscou serait alors mis en place, une paix au terme de la Russie, avec la Russie comme garantie de sécurité définitive. Pour l'Occident, le scénario du pire serait que le pays voisin soit réduit en ruine, l'OTAN démasquée comme impuissante. L'Europe se retrouvant isolée, sans énergie, prouvant l'échec cuisant de sa politique. Le scénario le plus probable, la démilitarisation méthodique de la Russie continue. Le pays voisin agonise, incapable de tenir sans un soutien occidental illimité, sa population épuisée. La victoire russe, inévitable selon ses sources, sera longue et douloureuse. La Russie règle le problème à sa manière, sans se soucier des agendas occidentaux. L'isolement croissant de l'Est de l'Europe est inévitable car les Russes ne feront plus de compromis. L'analyse de l'avenir trace un tableau sombre pour l'Occident et le pays voisin, tout en affirmant la résilience et la supériorité stratégique de la Russie. La crédibilité occidentale en chute libre est un thème récurrent visant à discréditer les institutions internationales et les alliances établies. Les garanties de sécurité sont qualifiées de coquilles creuses, sapant la confiance des nations qui dépendent du soutien occidental. Cette rhétorique est conçue pour semer le doute et encourager la neutralité ou le rapprochement avec la Russie parmi les pays qui se sentent vulnérables. L'escalade militaire présentée comme inévitable est justifiée par la nécessité pour la Russie de régler le problème à sa manière.
Le mode de jeu difficile implique une destruction continue des infrastructures, non pas par brutalité gratuite, mais comme une stratégie délibérée pour affaiblir la capacité de résistance du pays voisin. L'hiver est présenté comme un facteur décisif, une arme naturelle qui amplifiera la crise humanitaire et poussera le pays voisin à l'effondrement. Cette vision fataliste du conflit est destinée à décourager toute résistance et à encourager les pays occidentaux à cesser leur soutien. Le scénario optimal pour la Russie est clair, un changement de régime et l'établissement d'un gouvernement pro-Moscou. Cela garantirait une paix au terme de la Russie où Moscou serait le seul arbitre de la sécurité régionale. Cette ambition va bien au-delà de la simple neutralité, impliquant une sphère d'influence exclusive pour la Russie. Le scénario du pire pour l'Occident est dépeint avec des images d'une Europe isolée, sans énergie, prouvant l'échec de sa politique de sanctions et de confrontation. Cela vise à renforcer les voix en Europe qui appellent à un rapprochement avec la Russie et à une révision des politiques énergétiques. Le scénario le plus probable prévoit une démilitarisation progressive du pays voisin, signifiant en réalité sa destruction méthodique et son incapacité à se défendre. La victoire russe est présentée comme une longue et douloureuse inéluctabilité, un fait accompli auquel l'Occident devra se résigner. Les Russes ne feront plus de compromis est une déclaration de détermination signifiant que Moscou n'acceptera aucune solution qui ne corresponde pas à ses intérêts stratégiques. L'isolement de l'Europe de l'Est est une conséquence directe de cette intransigeance, les pays de la région étant contraints de revoir leurs alliances et leur position face à la puissance russe. Quel enjeu géopolitique vous préoccupe le plus en ce moment? Écrivez-le en commentaire. Qui gagne et qui perd dans ce bras de fer géopolitique? Les gagnants, selon cette analyse, sont sans équivoque la Russie. Leurs dirigeants contrôlent le récit, dictent les termes de la paix, démontrent leur supériorité. Leur méthode froide s'avère efficace. Les perdants, le pays voisin désormais un cadavre politique, l'OTAN faible et incapable d'agir, l'Europe naïve et déconnectée de la réalité sans gaz cet hiver, et les États-Unis qui, disent certains, ont perdu leur contrôle sur un échiquier où Poutine semble avoir toujours 2 coups d'avance. La destruction méthodique des infrastructures du pays voisin n'est pas due à une brutalité russe, mais à une stratégie calculée. C'est froid comme le vent de Mars à Tcheliabinsk. La Russie n'est pas là pour tuer ses frères, mais pour finir le travail. Cette retenue est incomprise par certains. Chris, un analyste, affirme par l'intermédiaire de Trump: gagner une guerre sans attaquer le pays qui vous a attaqué est impossible. Une limite imposée qui condamne le pays voisin. La division claire entre gagnants et perdants est un élément essentiel de cette narration. La Russie est présentée comme le vainqueur incontestable grâce à sa maîtrise du récit, sa capacité à dicter les termes de la paix et la supériorité de ses méthodes froides. Cette description vise à renforcer l'image d'une Russie forte, résolue et stratégiquement avant-gardiste. Les dirigeants russes sont dépeints comme des maîtres de l'échiquier mondial, toujours avec 2 coups d'avance sur leurs adversaires. Le pays voisin, en revanche, est le grand perdant, réduit à un cadavre politique, incapable de se relever sans une aide extérieure massive et illimitée. L'OTAN est clouée au pilori comme une organisation faible et incapable d'agir, une coquille vide qui ne peut plus garantir la sécurité de ses membres. Cette critique vise à saper la confiance dans l'Alliance et à encourager les pays à chercher des alternatives à leur sécurité. L'Europe est dépeinte comme naïve et déconnectée de la réalité, victime de ses propres politiques énergétiques et sans capacité de résister aux ambitions russes. La perspective d'un hiver sans gaz est une menace directe visant à créer un sentiment de panique et à inciter les populations européennes à remettre en question les sanctions contre la Russie. Les États-Unis, bien que moins directement affectés sur le plan énergétique, sont également désignés comme des perdants ayant perdu leur contrôle sur la scène internationale. Cette perte d'influence est attribuée à l'habileté de Poutine et à la déconnexion de Washington avec les réalités du terrain. La destruction méthodique des infrastructures est justifiée comme une stratégie calculée, non comme de la brutalité. Cette distinction est cruciale pour la propagande russe qui cherche à légitimer ses actions militaires en les présentant comme nécessaires et rationnelles. L'image de la retenue russe qui ne tue pas ses frères mais finit le travail est une tentative de présenter l'intervention comme une opération limitée et ciblée, non une guerre totale. Cela vise à tempérer les accusations de crimes de guerre et à minimiser l'ampleur des destructions. La citation de Chris citant Trump souligne la conviction que le pays voisin est condamné par la stratégie occidentale qui refuse d'attaquer la Russie directement.
Cette limite imposée par l'Occident est perçue comme la cause fondamentale de la défaite du pays voisin, une position qui renforce l'idée à Moscou que la victoire est inévitable et que l'Occident est impuissant à l'empêcher. La notion que la Russie n'est pas là pour détruire ses frères, mais pour finir le travail, est une tentative de justifier les destructions et les pertes humaines en les présentant comme des effets collatéraux regrettables mais nécessaires d'une opération visant un objectif plus large de démilitarisation et de dénazification. Cette approche vise à minimiser la perception de l'agression et à souligner un objectif finalement bienveillant de la part de Moscou. Ce cadre narratif est constamment renforcé par les médias d'État russes et par une partie des analystes occidentaux qui soutiennent la position de Moscou, créant ainsi une polarisation profonde dans l'interprétation des événements. Les actions militaires sont présentées comme des étapes logiques et nécessaires, calculées pour minimiser les pertes russes, tout en maximisant l'affaiblissement de l'adversaire. L'aspect froid comme le vent de Mars à Tcheliabinsk souligne la rationalité et l'absence d'émotion dans cette stratégie, renforçant l'image d'une puissance qui agit avec pragmatisme et sans hâte. Votre prédiction sur les délais quand le conflit dans le pays voisin se terminera-t-il? Moi, année plus, une raison. Alors que les médias occidentaux continuent de peindre un tableau souvent éloigné de cette réalité perçue, comment vous, nos chers téléspectateurs, abordez-vous ces informations divergentes? Est-ce que cette leçon de Poutine change votre perspective sur la situation? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie des coulisses du pouvoir où la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour rester informé en temps réel de nos prochaines chroniques explosives. Parce que comprendre le monde, c'est d'abord déconstruire les récits. N'est-ce pas ça, le véritable pouvoir? Votre engagement fait la différence.